Hello guys, I'm John. John Karp from Be My App. This is Stéphane Guérin from Paris Android User Group. Just want to know if you're ready for the DroidCon. Are you ready, guys? Sorry? Are you ready, guys? Okay, it's just, an exercise to wake up in the morning. So, basically, we're just here to intro the DroidCon. We're not going to talk a lot. Just one question. Who already been assisted to a DroidCon event? Oh, that's nice. Who never did? Ah, okay. So that's nice, so I can explain you what is a DroidCon. Basically, you can see Global Developers Conference Series. It happens all around the world. It's been started like 7 years ago in Berlin, and now it happens in 16 countries, maybe more and more are coming. It's the biggest Android developers conference in the world, and you are here, so you can applaud you. Thank you for coming. Thank you, guys. This is the second edition for Paris. And I'm really happy because last year we've been like more than 400 people. And this year, I don't have the exact figures, but I know that we are more than 500. So we are on the good way, and I hope you will enjoy it. I hope we will have a good time. Sorry. Okay, so basically, who's organizing the DroidCon? In Paris, it's Be My App. So I'm John from Be My App. I don't want to do a big advertisement about Be My App, just to let you know that we do help developers to upgrade their skills, to get a better learning of coding by organizing conferences, hackathons all around the world. If you want more information about it, just check BeMyApp.com website. Stéphane? Yes. Just applaud Stéphane, please, because he... Thank you. And so the Paris Android User Group, I'm the president, so I'm really proud to organize the DroidCon with Be My App this year. I suppose most of you already know what we do at the Paris Android User Group, but basically we are trying to animate the Android community in Paris, and I hope you enjoyed these 2 days. Thank you, Stéphane. So, it's a big thank you session. We cannot organize this event without sponsors, and we are really happy because we have a big group of sponsors this year. I'm going to try to not forget all of them, but just thank you Microsoft, thank you Intel, Evernote, Jenny Mobile, Parse, Amazon App Store, Octo, Xebia, Alcatel One Touch, PayPal, Parrot, Frondro, and so yeah, I think I got all of them. Just one more thing, we have an extra sponsors, and we will announce it. It's Parrot. They will sponsorize the DroidCon party that will happen tonight at 7 p.m. So thank you for the sponsoring. Let me thank also our media partners, especially Frondroid, Developer, Corben, G3M, Big Geek, and Meilleur Mobile. So, can you explain us, Stéphane, what's going to happen during these 2 days? Yes, let's take a look at the agenda for today. Okay, so the first thing to know, we have an Android application. So last year we didn't have one. This year we decided to make one. It's good for Android conference to have an app, especially an Android one. So we have it. So you can find all the planning on the mobile app if you don't have it already. Yeah, I encourage you to download it, and you can store also the tools you want to attend and stuff like that. Okay, just one thing, please. Do not download it right now all together on my Wi-Fi, please. Because we try to have a good one, but I'm sure that you're going to kill it if you do it. Try it, when you go upstairs to do it on your 3G, 4G network, it's going to be better if you don't already have it. Or just take your time to get it because, it's good to have stress test, but it's not the moment to do it. Okay, so the schedule is also available on the TV screens upstairs and on the website, in case you don't have the application. So let's take a look for this morning. So basically we have 3 rooms.
So here it's the plenary room. We have Le Parisien, which is a room on the first floor, and L'Européen is the third room at the second floor. So it's the same rooms as last year, if you were there. And then, yeah, so this afternoon we'll have the bar camp. So one important thing to know is at 12:45 we need to meet all again here, and we'll start the speeches for this afternoon's presentations. So everyone who wants to submit a talk for this afternoon, you have to be there at 12:45, and we'll have 30-second speeches to present what you want to talk about. And then we'll do the planning, we'll update the agenda accordingly to the sessions. Yes. Also, one thing, we will have some workshops this afternoon. So it's important to know that the first workshop starts at 1:20. So if you want to attend it, you'll have to lunch pretty quickly. And we'll update also the workshop agenda during this morning. Fine. And also, so as I told you, all of you are invited to come to drink beer and have food together just at La Petite Louise, the bar just next to the DroidCon. You just go out on the right, you can find it. It's really easy. And one more thing on the sessions. We had a really great call for papers this year, and the quality of the talks were really awesome. And so thank you guys who submitted talks to the CFP. So I'm sure you have trouble choosing which one you want to attend. And the good news is all the sessions this year will be recorded. So the videos will be made available after the event as soon as we can. And we'll let you know when they're available, of course. Yes, so all the sessions are divided into 3 categories. So the first one is Android everywhere. I'm sure you noticed that this year it's kind of the year of the smartwatch. And also, as we learned at Google I/O, we've seen Android on a lot of new devices, on Android TV, in your car, as for Android Auto, on Google Glass, and much more. So we dedicated one track for this topic, and I think it's very interesting if you want to look into the future of Android and what we will be able to do in the coming years. And on this topic, I think we managed to get some really interesting speakers, and I'm really glad to have them this year with us. The second track is about UI and UX. Also, it's one of the most important things when you want to develop a great application. You have to think about how your user interacts with your app, and that's one of the main aspects that is going to change the coming months with the coming of material design. And we really wanted to have great speakers on this topic and to help you guys develop great applications with a great UI and great UX. So once again, I think we managed to get some really nice speakers on this topic, and I encourage you to attend to the sessions. And the last one is obviously Android development. So this one, I think you're interested by that. Okay, so we have awesome speakers, awesome attendees, and also awesome sponsors. So just to let you know that all the 2 days you can go to the catering area to meet all the sponsors because they have really great demo to show. And about demo, just to focus, Google will be there very soon. I think it's tomorrow, I guess, to do some special demo on Google Glasses. Also, if you go on the Intel booth on the right, for Unity developer, just one question: who develop apps on Unity 3D? So you have a porting booth to move your app, to port it, to let it support x86 processor. So just on the right of the Intel booth, you can go and sit and try to port your app. Also, if you go in the catering area,
I know that several booths will organize contests to let you win different devices. I know Microsoft will do it. I know that Intel will do it. Alcatel, Xebia will do it. And some other also will do it. So just move, and we will try to announce it also every time to let you know when the sweepstakes will happen. If you have any question, anything, you can just ask to people with this T-shirt. This is the staff from Be My App, from Paris Android User Group, and from the iTeam. So I hope you will have a nice experience. About the Wi-Fi, here is the password. It's quite easy, big security, Paris 2014. Okay, so I was talking about the sponsors. You have to know, some of you were seeing the Platinum one and saying, hey, what's going on? You're not dreaming. No, this is real. Microsoft, for the first time, is the global, European, worldwide DroidCon Platinum sponsors. Come on! Bonjour à tous. This is not a joke. So, guys, please, they come here, they just, this is something, I think some years ago it was unbelievable, this kind of stuff, and they do it. So please go to meet them, go to talk with them, because they have nice things to show. And Alex, yes. I give you the mic. Thank you, John. Good luck. So how many native English people are there in the room, please? Okay, so I'll let you a couple of minutes just to launch your live Google Translator, because I'm going to talk French right now, okay? Merci à tous. Déjà, merci pour l'accueil, merci d'être aussi nombreux pour vous être levés ce matin. Lundi matin, c'est jamais simple. Oui, surprise, Microsoft se joint à vous pour ce superbe événement de la DroidCon Paris. Alors, je m'appelle Alex Danvy, je suis développeur, je travaille chez Microsoft. Et je vais avoir pas mal de plaisir, accompagné de quelques acolytes, à vous présenter la keynote de ce matin. Tout d'abord, nous allons rendre un petit hommage à un grand monsieur de l'industrie, puisqu'il ne manquait plus que lui ce matin pour que le trio soit au complet. Ça aurait été formidable. Mais parlons un petit peu de la perception qu'on peut avoir. Pour un certain nombre, Microsoft, c'est resté ça. Pour d'autres, ce sont des mecs qui ne sont pas trop branchés, en fait. Pour certains, ils sont même restés au mode caractère. Et c'était un peu comme si Facebook était resté à cet âge-là, voire même à celui-ci. Moi, je me demande si celui-ci n'était pas mieux, finalement, mais ça reste à voir. Ou Twitter comme ça. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous repréciser que le hashtag du jour, n'hésitez pas à tweeter, DroidConFR. Faites un petit peu de bruit là, qu'on voit un petit peu comment la communauté vit. C'est aussi comme si Android était comme ça. C'est mon premier téléphone Android. Je suis bien content qu'il ait évolué et que ça ne ressemble plus trop à ce truc-là. Donc, vous êtes d'accord avec moi, le monde a changé. Notre logo aussi. Et notre CEO aussi. On a maintenant un développeur à la tête de Microsoft, un mec assez brillant, qui embrasse vraiment les nouvelles technologies à plein corps et qui revitalise un petit peu l'énergie qu'il peut y avoir chez Microsoft. C'est un mec plutôt cool, qui se laisse aller de temps en temps. Et puis, puisque certains pensaient que tout le monde était ringard, je pense que la dernière recrue est plutôt cool et j'aimerais particulièrement bien la rencontrer. Et puis, bien sûr, nous sommes passés à l'ère de l'interface graphique, ça tout le monde l'aura bien remarqué, il n'y a pas de problème. On a même, pour revenir un tout petit peu sérieux, embrassé le modern design, qui sert un petit peu de référence aujourd'hui dans l'industrie et qui a fait beaucoup de bien pour justement moderniser un petit peu tous les écosystèmes. Mais parlons un petit peu du cœur du sujet, à savoir que fait Microsoft avec Android. Alors déjà, il faut que vous le sachiez que chez Microsoft, il y a un certain nombre de gens qui sont plutôt fans d'Android. Commencez par moi. Donc déjà, on va mettre les choses un peu au clair. Et je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres ici.
Merci à tous. Donc, les apps, c'est un petit peu le cœur, les apps et le service. Donc, vous vous souvenez, Skype, quand Microsoft a racheté Skype, tout le monde s'était dit « ça y est, il n'y a plus de Skype sur les autres plateformes, il n'y a plus que Windows, c'est terminé ». Et en fait, on a tous beaucoup de plaisir à échanger avec nos proches. Skype, c'est vraiment un véhicule d'émotion. Et forcément, comme nos proches peuvent être sur toutes les plateformes, il faut que Skype soit sur toutes les plateformes, et notamment Android. Et vous avez vu que cela a pas mal évolué, l'application est vraiment de mieux en mieux. Même chose sur Xbox, s'il y a quelques gamers dans la salle, gamer tag d'envie, vous pouvez venir me mettre sur la tronche le week-end sans problème. Pareil, on a une expérience sur Android qui est vraiment tip-top, donc là vous pourrez avoir piloter votre Xbox et puis aussi avoir une expérience de jeu améliorée avec ça. Et puis alors quand le cœur du business de Microsoft se lance sur Android, ça donne Office mobile pour Android, où là vous retrouverez la suite complète accessible. Et puis un module utilisable par tous gratuitement qui est OneNote. Donc là une super application pour faire de la prise de notes, disponible sur tablette, sur téléphone. Je vous invite à la télécharger, elle est vraiment sympa. Et notamment disponible sur Android Wear. Donc là, une superbe expérience avec un scénario qui justifie vraiment le Android Wear, puisque certains se posent la question de savoir à quoi sert une montre finalement connectée. Là, je fais de la prise de notes, donc je parle à ma montre, elle enregistre une note automatiquement, c'est uploadé dans le cloud, et je récupère toutes mes notes dans mon application OneNote. Et puis, pour ceux qui sont développeurs, je crois qu'il y en a 2-3 dans la salle, vous avez des API qui sont mises à disposition, librement utilisables, avec un SDK Android et des samples immédiatement utilisables, si vous avez envie de faire la killer application de prise de notes. Donc il y a plein d'apps sur le store, vous pourrez les voir. Il y a une session super sympa qui sera à aller voir sur l'évolution des apps faites par les ténors de l'industrie, et voir comment elles se sont trompées en venant sur Google Play et comment elles ont passablement évolué. Et ben, sur l'Android Store, là, je vous inviterai le Google Play, pardon, je vous inviterai à aller voir la dernière release de ces applis qui mérite le détour. Et puis, comme on est ici entre développeurs, l'idée, c'est de parler de ce qui sert à développer chez Microsoft. Et là aussi, c'est un peu notre cœur de métier avec le Visual Studio. Le Visual Studio, c'est notre outil de développement, l'IDE, qui sert à développer tout type d'applications. Donc c'est un IDE surpuissant avec des boggers intégrés, qui est capable de travailler sur tout type de solutions, que ce soit dans le cloud, que ce soit des solutions mobiles, des sites web, tout ce qu'on veut. Et notamment ici un profiler JavaScript très joli pour ceux qui arrivent à décrypter cet écran. Parce que les premiers rangs ne sont pas trop gâtés là. Et puis une solution cloud. Pour faire du travail collaboratif et puis avoir un suivi actif des projets. Mais ce qui va m'intéresser là, moi, c'est la partie extensibilité. C'est à quel point ce type d'outil est ouvert. Donc on a la possibilité d'étendre le fonctionnement de Visual Studio, que ce soit l'IDE lui-même, en rajoutant tout un tas de plugins, mais aussi sur la partie serveur, qui se trouverait soit dans l'entreprise, soit dans le cloud. Le premier exemple de cela, c'est Xamarin. Donc Xamarin, c'est une solution qui sert à développer des applications multiplateformes natives, capables d'exploiter 100% des API disponibles sur chacune des plateformes. Donc le deal est le suivant, vous développez des applications, vous mettez le maximum de code en commun, et puis vous développez uniquement les parties d'adhérence fortes à chacune des plateformes, donc vraiment les spécificités, les choses qui font la petite patte, la marque de fabrique de chaque plateforme, pour être sûr d'avoir la meilleure expérience possible. Il est impossible de distinguer une application réalisée en Xamarin par rapport à une application réalisée dans votre Android Studio préféré. L'intégration dans le Visual Studio, ça donne ça, avec un éditeur visuel complet, avec l'éditeur de propriété, avec tout ce qu'il faut pour rédiger le code, et bien sûr pour déployer sur le device et débugger. À la fin, ça donne ça. Vous avez une app qui est capable de se déployer sur les différents devices et qui exploite les particularités aussi bien visuelles que techniques de chacune des plateformes. Et puis là, je vous inviterai à aller voir une session sympathique réalisée par 2 devs Android qui vous montreront un petit peu ce que ça donne, et notamment le déploiement sur Google Glass et d'autres plateformes. Unity, rapide, j'ai vu qu'il y avait quelques devs. Donc Unity, c'est aussi un bel exemple d'outil qui sert à développer en multiplateforme et qui permet de
de créer des super jeux. Il y a des titres sur les stores qui sont juste complètement dingues, avec un IDE super chouette. Vous travaillez aussi en 3D, vous rajoutez le code et la réaction nécessaire dans un jeu dedans. Et ensuite, vous publiez sur les différentes plateformes. Donc ici, on voit toutes les plateformes de la Xbox à Android, Windows Phone, iOS et compagnie. Et ce qui nous intéresse là, c'est de voir à quel point c'est intégré dans le Visual Studio. Là, un petit clin d'œil. La société qui édite ce logiciel qui permet d'inclure l'expérience Unity à l'intérieur du Visual Studio est une société française. Et on peut la saluer parce que récemment, elle s'est fait racheter par Microsoft. Ce qui est plutôt une bonne chose. Parce que le bénéfice immédiat pour eux, c'est d'avoir de la visibilité sur leur projet, parce que vous savez que ce n'est pas toujours facile de vivre de son projet, donc ils seront sûrs d'avoir du business pendant très longtemps. Et l'effet bénéfique pour les utilisateurs, c'est que maintenant, la solution est gratuite, disponible pour tous. Et ça, c'est quand même super cool. Allez, dernier exemple d'intégration, Cordova. Donc, pour ceux qui connaissent, projet open source vraiment super chouette. Qui permet de générer des applications hybrides disponibles sur la majorité des plateformes mobiles qui utilisent les technos du web, donc HTML, CSS et JavaScript, et bien sûr les frameworks les plus connus, et qui permet toutefois d'utiliser certaines particularités des plateformes mobiles. Et puis, bien sûr, il y a une intégration dans Visual Studio que ne manquera pas de nous démontrer sur Étienne. Petite démo. Qui arrive. Je vais juste changer la résolution de l'écran, puisque évidemment, ça ne va pas aller. Alors, donc, comme tu l'as dit, Microsoft travaille avec le projet open source Apache Cordova, donc contribue à ce projet-là, mais pas seulement, puisque on a également une contribution qui se fait à travers nos outils de développement, donc Visual Studio, que tu as montré, Alex. Et donc, on a une extension qui est disponible, qui a été créée par les équipes Microsoft de l'initiative open source, Microsoft OpenTech. Et je repasse en plein écran. Très bien. Alors, et qui permet en fait de simplifier la vie des développeurs comme vous et moi, qui ont envie de développer sur ces plateformes-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont fait du PhoneGap ou du Cordova. Il faut... Ah, je ne suis pas dessus. Bon, vas-y, Étienne, on va te laisser mettre ça en place. Voilà. Ça marche. C'est à cause de toi, ça. Hein. Donc, du coup, j'ai dans Visual Studio, ça y est, vous le voyez enfin, une extension qui s'appelle Multi-Device Hybrid Apps, qui va packager tout ce dont on a besoin pour faire du Cordova. Parce que ça, il faut toujours aller chercher à droite à gauche le SDK Android, le SDK Java, les différents émulateurs. Tout ça est packagé pour nous, téléchargé et configuré, on n'a besoin de rien faire. Et quand on a installé ça, on a un projet dans Visual Studio, un type de projet qui s'appelle Apache Cordova ici. Je clique sur OK, je ne vais pas le faire là, mais ça me crée tout ce qu'il faut dans Visual Studio. Donc là, j'ai un projet qui existe déjà, que j'ai déjà créé, qui contient déjà tout un tas de fichiers. Donc c'est une petite application qui permet de faire une to-do list, de gérer sa to-do list. Et là-dedans, j'ai... on va regarder un petit peu de code, puisqu'on est quand même des développeurs. Donc j'ai un fichier HTML qui permet de faire l'interface graphique, qu'on voit ici. Donc il y a pas mal de choses, on ne va pas tout voir en détail. Hein. Au passage, on utilise AngularJS, qui fonctionne très bien avec ces outils-là, pour piloter l'interface graphique. Et on a ici, quand on coche une tâche dans la liste des tâches, on a une fonction JavaScript qui est appelée. Alors cette fonction JavaScript, où est-ce qu'elle est définie? Elle est définie dans mon fichier, dans mon contrôleur ici, mon fichier .js. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Et on la retrouve donc à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qu'on attend dans un environnement de développement classique? On s'attend à avoir de la coloration syntaxique, c'est le minimum, donc vous voyez ici. On s'attend à avoir de l'IntelliSense pour nous aider à taper du code et compléter automatiquement quand on le tape. On s'attend aussi à avoir du refactoring pour renommer facilement des variables, ce genre de choses. Mais surtout, on s'attend à avoir une expérience la plus simple possible pour pouvoir débugger le code qu'on a déployé, qu'on a compilé. Donc pour ça, je vais cocher ici cette ligne. J'ajoute en fait un point d'arrêt dans mon code, de manière à ce qu'il s'arrête pendant l'exécution. Et l'exécution, où est-ce qu'elle va se faire? En fait, je vais mettre ça comme ça. J'ai ici un Droid Screen qui affiche un Nexus 5 qui est connecté à mon PC ici en USB. C'est un petit peu petit, mais c'est pour le principe, vous allez voir ce qui s'affiche. Je réduis mon Visual Studio, voilà. Et en fait, Visual Studio, quand on a installé l'extension, reconnaît automatiquement le téléphone Android et je peux déployer dessus en cliquant sur ce bouton. Donc je clique sur Device ici. Il va compiler mon application, la packager et la déployer sur le téléphone. Il va l'exécuter
Et ensuite, il va surtout faire quelque chose qui nous intéresse vraiment, c'est qu'il va s'attacher en debug sur le processus qui tourne sur le téléphone, de manière à pouvoir s'arrêter si jamais il y a un souci ou si jamais il y a un point d'arrêt qui est retenu. Ici, alors, premier outil qui est intéressant, vous voyez l'application, hein, c'est une to-do list assez classique. Ici, en fait, la première application qu'on voit, enfin, le premier outil qu'on voit, c'est un outil qui permet d'explorer le DOM HTML qui s'affiche actuellement sur l'interface graphique. Et je peux utiliser cette fonctionnalité qui va mettre en évidence une partie de l'interface graphique par rapport à quelque chose qui est au niveau de l'HTML ici. Donc quand je passe ma souris, on ne voit peut-être pas très bien, mais quand je passe ma souris sur les différents éléments, ça met en évidence la partie dans l'interface graphique qui correspond. Et je peux aller plus loin parce que je peux modifier le style CSS et le voir en live. Donc, par exemple, si je décoche la hauteur ici, hein, qui est définie sur ça, bah, ça va s'appliquer directement en live sur mon application. Donc là, je suis sur Droid at Screen, donc ce n'est pas instantané, mais sur le téléphone, c'est instantané. Ça permet de faire des petites modifications de style et de voir le résultat que ça va donner sur mon application directement sans la relancer et perdre du temps. Deuxième chose qui est intéressante, c'est que je vais cocher la première tâche qui est ici, là, donc sur mon téléphone. Et donc, comme promis, mon code s'arrête et j'ai accès à du debug en live. Donc, je peux voir sur le téléphone l'état des variables. Là, j'ai la localisation qui s'affiche, j'ai le fait que la tâche est terminée ou pas, là, elle n'est pas terminée puisque je ne l'ai pas encore cochée. Et surtout, j'ai une fonctionnalité de Visual Studio qui est très intéressante, qui est le Edit and Continue, qui me permet de modifier du code ou une variable en live, et je n'ai pas besoin de relancer mon application pour que ça soit pris en compte. Donc là, je vais mettre Installer Office pour Android. Voilà, je fais entrer. Et à partir de là, dans l'exécution du code, cette variable va valoir cette valeur-là. Donc je vais continuer, aller sur la ligne suivante. Donc je vois bien ici le done, si j'arrive. Voilà. Le done qui est mis à jour et qui vaut true. Et puis si je continue l'exécution de l'application, ici, là, installer Office, on voit que ça a bien été mis à jour, c'est coché et la valeur a bien été mise à jour correctement. Donc tout ça pour dire que Microsoft, on édite des logiciels, mais on édite aussi des logiciels pour les développeurs et pas que pour les développeurs qui sont sur les plateformes Microsoft. C'est à toi, Alex. Alex ? Ok. Merci, Étienne. Alors, on enchaîne. Hop, ici, pour parler un petit peu d'open source. Donc, l'open source chez Microsoft, c'est quelque chose qui se développe énormément ces dernières années, à tel point qu'on a créé une structure qui s'appelle Microsoft Open Technologies, autrement connue sous le nom de MS OpenTech. C'est une équipe composée de 70 personnes, à peu près, majoritairement des ingénieurs, et dont quelques Français notables, notamment le patron, Jean Paoli, qui est quand même un des papas du XML. Ça donne un petit peu le niveau du bonhomme. Et cette équipe a comme objectif de travailler sur l'interopérabilité. Donc l'interopérabilité, ça se travaille à 3 niveaux. Le premier, c'est la contribution à de nombreux projets open source. Il y en a quelques-uns ici qui devraient vous dire quelque chose. Donc on fait en sorte qu'il y ait une meilleure compréhension des environnements et des standards à l'intérieur de ces différents projets. C'est aussi des efforts liés à l'intégration. Donc on fait en sorte que certains outils d'interopérabilité, donc par exemple l'accès aux ressources réseau, etc., ou l'authentification, fonctionnent bien sur les différentes distributions, mais aussi la possibilité de déployer ces distributions directement sur la plateforme cloud Microsoft. Donc, exemple ici, voilà, il y a un projet qui s'appelle VM Depot qui permet de déposer des VM, donc des machines virtuelles Linux ou autres, de les préparer, de les paramétrer pour faire en sorte qu'en quelques clics, je sois capable de la faire tourner dans le cloud immédiatement. C'est aussi les Azure Command Line Tools. Donc là, c'est comment faire en sorte qu'un développeur, quelle que soit la plateforme sur laquelle il travaille, puisse accéder, piloter la plateforme cloud sur laquelle il souhaiterait travailler. Donc on a créé des outils de commande sur ces différentes plateformes. Et puis c'est aussi la mise à disposition de SDK. Donc là, on met des SDK en open source, disponibles pour tous, directement réutilisables, qui vous permet d'exploiter nos différentes plateformes. Donc ici, par exemple, Office 365, c'est la version Office dans le cloud. Et puis bien sûr, la participation aux standards. Vous avez vu à quel point ça a changé les choses ces dernières années, notamment dans Internet Explorer. On voit que depuis IE9, il y a eu une orientation différente qui a été prise.
Donc on participe activement. Ici, par exemple, la nouvelle version de WebRTC, donc qui est ORTC, qui est en cours de réalisation. Vous voyez ici, on est extrêmement clair et transparent. Si vous faites status.moderne.ie, on communique en live l'ensemble des travaux sur lesquels, l'ensemble des travaux que nous réalisons, et notamment leur statut, savoir à partir de quelle version de browser c'est implémenté, savoir si nous travaillons dessus ou pas, et qu'est-ce que nous proposons. Et donc c'est ici réalisé en toute transparence. Et puis la partie cloud, hein, je pense qu'il y a de nombreux développeurs d'applications mobiles ici. Vous avez à un moment donné besoin d'un peu plus de puissance que ce qui est disponible sur le téléphone. Vous avez besoin de plus d'espace pour stocker des données, plus de puissance de calcul. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de faire appel au cloud. Si on en croit le Gartner, ils nous disent que 40% des applis seront adossées à un back-end sur une plateforme cloud mobile, c'est-à-dire des plateformes cloud qui ont une orientation spécifique pour le mobile, qui prennent en compte ces particularités. Alors là, je vais passer cette slide très rapidement, mais en gros, voilà, ça vous décrit les différents modes de gestion dans le cloud. On part de la machine virtuelle, on en arrive à ce qu'on appelle la plateforme, c'est-à-dire que si vous ne vous occupez plus de la machine, vous déployez seulement votre code dans le cloud sans vous préoccuper de savoir comment on paramètre un OS, comment tout ça fonctionne. Et puis, on en arrive... Hop, non, je vais rester comme ça ne fonctionne pas. Hop. On en arrive à la fameuse plateforme mobile. Donc chez nous, ça s'appelle Mobile Services, qui est une plateforme excellente pour commencer. Vous créez une application, immédiatement, vous pouvez mettre en place un back-end qui s'occupe de gérer la notification de façon multiplateforme, sans vous préoccuper de la plomberie qu'il y a derrière, d'effectuer du stockage et l'authentification pour vos utilisateurs. Bref, vous êtes prêt à partir en quelques minutes. Et du coup, l'objectif quand même final, c'est de vous concentrer sur la valeur unique de votre application, sur le métier. Ne perdez pas de temps avec les histoires de plomberie. Essayez de vous différencier des autres en apportant le meilleur service possible, parce que ça, vous êtes le seul à pouvoir le faire. Bien sûr, l'interaction avec ces services est complètement packagée. Vous avez l'ensemble des sources qui sont mises à disposition sur GitHub, et vous pouvez l'intégrer dans vos projets très rapidement. Vous avez même des exemples de sources qui sont fournies. Ici, par exemple, on vous donne une appli prête à l'emploi. Vous pouvez faire des copier-coller de morceaux de code pour vous inspirer. Et puis, pour illustrer la partie cloud, on va surfer sur l'actualité du moment, l'arrivée de Netflix en France, Netflix, service de vidéo en ligne. Vous savez que la progression de la vidéo sur mobile explose littéralement ces dernières années, et sur le web même en général. Netflix s'appuie en partie sur des technologies Microsoft pour délivrer son contenu. Et pour nous parler de cela, je vais appeler Frédéric. Bonjour à tous. En effet, Netflix peut utiliser des services de type Azure Media Services. Et Azure Media Services s'est enrichi cette année de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les développeurs Android, comme le support du HLS V3, qui va permettre d'adresser tous les devices Android à partir de la version 4. Grosse nouveauté ce mois-ci, c'est le support du live. Vous allez pouvoir déployer depuis le cloud des chaînes de télévision live vers l'ensemble des devices du marché, Android, iOS, en supportant des protocoles tels que le Smooth Streaming, le HLS, le HDS d'Adobe. Alors, je vais vous représenter sur cette démo. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe PlayReady, qui travaille également avec les équipes Azure, a réalisé pour la plateforme Android le PlayReady Client SDK for Android, qui va vous permettre de déployer des applications Android consommant des flux, protégés ou non, c'est à vous de le définir, par PlayReady. Donc là, je sélectionne un flux, et ce flux est joué depuis Windows Azure. Alors là, je le présente sur le Dorina Screen ici. Alors, vous voyez, sur le device, c'est fluide, mais sur l'écran, ce n'est pas très fluide. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ça vous permet de jouer des contenus en provenance d'Azure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de la technologie Chromecast, Chromecast est capable de jouer exactement les mêmes flux. PlayReady, Smooth Streaming, MPEG Dash. Donc vous pouvez comme ça développer des applications intéressantes de type compagnon avec du Chromecast et vos devices Android. Deuxième partie de la démo, un peu plus fun, avec la Xbox.
Vous avez ici à gauche une Xbox connectée à cet écran. Chose intéressante, à partir de la mi-octobre, les Xbox vont être mises à jour et on va introduire des nouvelles fonctionnalités très intéressantes, comme le support du numérique terrestre, à condition de connecter sur sa Xbox One un tuner USB, le support d'un lecteur multimédia également, DLNA compliant, ça veut dire que vous allez pouvoir jouer tous les contenus qui sont stockés sur vos serveurs DLNA, les photos, la musique, la vidéo, et avec le support du MKV sur Xbox en natif. Là, on peut vraiment applaudir les équipes de dev. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer tous vos contenus MKV. Alors, côté Xbox, je vais passer ici sur Android. Voilà. Côté Xbox, vous pouvez également déployer... Voilà, je suis ici. Voilà. Côté Xbox, vous pouvez utiliser des applications, ce qu'on appelle Smart Glass. L'équipe d'engineering Xbox One a livré au mois d'août un Smart Glass native SDK for Android qui va vous permettre de développer des applications de type compagnon depuis Android. Ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, c'est d'utiliser votre device Android comme une télécommande pour piloter votre Xbox. Donc vous pouvez naviguer depuis votre device Android sur l'interface de la Xbox. Vous pouvez également consulter par exemple le guide de programme. Donc là, on va retrouver son guide de programme, son expérience TV sur son device Android. Et là, vous voyez, c'est l'ensemble des chaînes TNT françaises qui vont être disponibles sur votre device Android. Autre point, vous avez ici donc ce qu'on appelle le TV listing, le guide de programme TV, mais vous avez également la liste des applications. Vous avez accès à l'ensemble des applications qui sont disponibles sur votre Xbox. Ce que vous pouvez faire avec cette application Smart Glass, c'est lancer l'application YouTube. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la démo. On va essayer de lancer YouTube, mais en lançant une vidéo bien précise. Donc, je vais vous présenter comment on le fait avec le SDK Smart Glass. Alors, pour cette démo, j'utilise Android Studio. Hop, je passe ici. Et donc, j'ai créé une application sur Android Studio. Alors, ça fonctionne à partir d'Android 4.0. Voilà. Et cette application est liée avec la Xbox. Et vous voyez sur cet écran, hop, je peux directement lancer la vidéo que je jouais tout à l'heure sur mon device Android. Je veux directement la lancer sur la Xbox. Ah, pardon, j'appuie sur le bouton Play, YouTube vidéo. Et ici, vous voyez sur l'écran, voilà, vous voyez la syntaxe pour appeler et lancer YouTube sur la Xbox. Première chose, le préfixe c'est ms-xbl, et là vous avez un identifiant qui correspond à l'application YouTube. Donc on va lancer l'application YouTube sur la Xbox. Ensuite, la syntaxe, vous allez lancer ici, vous avez l'identifiant de la vidéo à lancer sur YouTube, qui est présent également qui est présent ici. Et quand j'appuie donc sur F9 pour lancer l'application, hop, voilà, l'application lance YouTube et la vidéo sur la Xbox. Donc ça, c'est un des scénarios de compagnon possibles. Il y a beaucoup de possibilités avec le Smart Glass. Donc n'hésitez pas à utiliser ce SDK pour développer des compagnons scénarios avec la Xbox. Merci. Merci Frédéric. Allez, dernière ligne droite pour la keynote. Je rappelle, lors du Barcamp cet après-midi, donc vous aurez des sessions super sympas dans un mode décontracté. Et venant directement du sud de la France, nous aurons la joie d'avoir le CTO de News Republic qui viendra témoigner justement sur son expérience avec le cloud. Donc News Republic, je pense que vous connaissez tous, ça va être l'appli News Republic, ça va être l'appli Happy Geek par exemple. Et ils vont vous expliquer exactement ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, combien ça leur coûte, etc. Donc c'est vraiment un témoignage très direct et super sympa à voir cet après-midi. Allez, on va clôturer cette keynote en élargissant un petit peu le débat, en parlant d'avenir. Et quand je vous parle d'avenir, ce n'est pas l'avenir dans 6 mois, 1 an, mais c'est plus l'avenir dans 10 ans, ou voire même dans 20 ans. Donc on va se concentrer un tout petit peu pour parler de Microsoft Research. Donc Microsoft Research, c'est un certain nombre de laboratoires qui sont répartis à travers le monde, qui ont été créés par Microsoft il y a déjà quelques décennies. Et nous avons la chance d'avoir un de ces laboratoires en France,
qui est un laboratoire commun qui a été créé avec l'INRIA et qui permet de mettre en commun des moyens, que ce soit des moyens financiers bien sûr, mais aussi des moyens en termes de recherche et de méthode, pour faire en sorte que de grands chercheurs, tels que ce monsieur, que vous avez tous reconnu, Leslie Lamport, qui est juste le concepteur de latex et qui a gagné cette année le Turing Award. Donc le Turing Award, c'est l'équivalent du prix Nobel de l'informatique, juste un détail comme ça, et qui a justement réussi à s'exprimer à l'intérieur des structures que Microsoft a mis en place. C'est dire à quel point on fait en sorte d'essayer de faire avancer non seulement l'industrie de l'informatique, mais aussi le monde au sens large. Alors du coup, on en retrouve quelques bénéfices par-ci par-là, comme par exemple Kinect. Derrière le sensor Kinect que certains d'entre vous ont dans leur salon, on retrouve une technologie réalisée par Microsoft Research qui permet finalement d'avoir une reconnaissance globale du squelette et du visage, des mains et autres, extrêmement rapidement. Là où, avant l'intervention des MSR, Microsoft Research, donc, il fallait très longtemps et c'était à peine utilisable. Vous aurez aussi le World Wide Telescope, qui a été un projet novateur en son temps, puis qui a été ensuite repris. Il y a d'autres alternatives, notamment chez Google, et avec une expérience vraiment super sympa. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un Oculus Rift, vous verrez, c'est juste planant comme expérience. Vous n'avez pas besoin de substance pour arriver à vous éclater. OmniTouch, une expérience super, puisque un des thèmes de la conférence, c'est le wearable. Nous avons ici des chercheurs qui ont travaillé avec une expérience, je dirais, Wear Everywhere. Vous voyez, c'est globalement une caméra avec un picoprojecteur. La caméra va essayer d'analyser tous les mouvements et toutes les surfaces qu'il peut y avoir, donc l'interaction d'utilisateur avec toute surface, y compris sa propre main, pour en arriver à créer ici une surface tactile avec sa main, mais ça pourrait être avec n'importe quel autre objet, et pourquoi pas, avec le picoprojecteur, faire en sorte de refléter la réalité, donc une sorte de réalité augmentée en live sur tout ce qui nous entoure. Donc c'est un petit peu la prochaine évolution des Google Glass, c'est-à-dire que là on est dans une expérience totalement immersive. On continue de s'évader avec Station Q. Station Q, c'est un projet, alors là pour le coup je pense qu'on peut viser à 20 ans, qui vise à faire se rencontrer le monde de l'informatique et le monde de la physique quantique. Donc puisqu'il nous reste une demi-heure, on va procéder justement à l'étude un petit peu de ce qu'est la physique quantique, puisque je pense que tout le monde l'a à peu près vu. John, tu rigoles, c'est quoi? Tu rigoles pour la demi-heure ou pour la physique quantique? C'est ça. C'est pas trop? Bon, je vois que t'es largué dès que je commence. Donc on va faire un schéma un peu plus simple, comme ça te va ça? Ça c'est mon truc, ça par contre. Ça te ressemble plus? Bon, en fait, entre nous, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est de savoir qu'on imagine que l'ordinateur qu'on aura demain suite à ces recherches opère la même différence qu'entre l'Alter que vous voyez là et un PC de gamer de malade. Donc, ça laisse imaginer un potentiel absolument dingue sur ce que pourra être l'informatique de demain. Comment est-ce qu'on va passer du processeur en silicone fait aujourd'hui capable de traiter des 1 et des 0 à des machines capables de traiter 10 fois, 100 fois plus d'informations. Imaginez un petit peu ce que ça peut produire sur notre vie de tous les jours. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir microsoft.com/stationq. Et là, vous aurez de vraies explications que John pourra comprendre éventuellement. Quantified Self, c'est la grande mode. Vous avez tous un bracelet pour savoir si vous courez bien. Enfin, en tout cas, généralement, nos compagnes en ont un. Mais nous, développeurs, bon, d'avoir un compteur qui snack à 10 pas en fin de journée, ça ne nous fait pas rêver. Par contre, s'il y avait un truc vraiment fait pour nous, un truc qui nous aide dans la vie de tous les jours, là, ça pourrait être super cool. Imaginez une seconde. Voilà ce que voit mon ordinateur. J'ai une caméra placée dessus. Il me regarde. Il analyse mon comportement. Là, en fait, je rentre de vacances et il y a un stagiaire qui a bossé pendant 2 mois et je dois reprendre son code. Ça donne à peu près ça. Une demi-journée après, je commence à comprendre le truc.
Et là, il y a des syndromes qui ne trompent pas. Hein. La main qui se gratte la tête, vraisemblablement, ça veut dire quelque chose. Bon, au milieu de la nuit, globalement, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc là, on reconnaît un pattern. Hein. Et je pense qu'il ne doit pas être trop compliqué de faire un algorithme qui permet à cet ordinateur qui me voit là en ce moment d'analyser l'image. Quand il voit que du vert, vraisemblablement, c'est que je vais produire de la code médiocre. Eh bien, c'est justement ce sur quoi les équipes de Microsoft Research ont bossé. Ils ont bossé sur une sorte de quantified self pour le développeur. À l'aide de différents capteurs, on va essayer de détecter le niveau de difficulté rencontré par un développeur. À quel moment est-ce qu'on considère qu'il vaudrait mieux arrêter d'aller boire un café, demander de l'aide, faire autre chose, mais surtout pas produire du code? Donc en gros, on analyse le mouvement rétinien, on analyse l'électricité qui passe autour de la boîte crânienne, qui signifie un certain niveau d'activité, voire de stress. On analyse les battements cardiaques, on analyse les mouvements de souris sur l'écran, et avec cela, on arrive à des résultats qui sont super intéressants, puisqu'on arrive à voir, notamment, que déjà, on arrive à constater que sur 65% de développeurs novices, c'est-à-dire qui ont une attitude assez franche, on arrive à voir qu'en effet, à coup sûr, ils vont produire des choses qui ne sont pas bonnes. Traduisez ça à l'inverse, dès qu'on a un petit peu de bouteille, visiblement, on n'en a plus rien à secouer. Et face à la difficulté, pas de problème, on y va, de toute façon, on sait qu'on assurera. Et puis, même chose qui se confirme, là, c'est sur les nouvelles tâches, quand on fait un nouveau développement, une nouvelle fonction dans un programme. Là, on est dans un mode beaucoup plus franc de découverte, on va vers l'inconnu, et du coup, on arrive à mieux distinguer finalement le niveau de difficulté. Alors que quand on est dans du code existant, voilà, on navigue gentiment, on fait les modifs, on fait des effets de bord, et puis on a un peu plus de mal à le détecter. Et puis moi, ce qui m'a le plus plu, c'est qu'en effet, le déjeuner a un impact terrible, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un développeur, quand il rentre de déjeuner, il lui faut un bon moment pour retrouver une certaine assurance face à son code. Et une capacité à détecter justement sa difficulté. En gros, on est super confiant, on digère, tout va bien, la vie est cool. Donc voilà. Pour finir, voilà, dernière slide, je vous invite. Toi, ton truc de to-do là, marche pas terrible. Hein. Là, il va y avoir une belle photo d'équipe. Vous avez Anaïs qui est ici, vous avez Laura qui est là, qui sera présent sur le stand pour vous accueillir, pour discuter avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter sur tous les projets qu'on a pu aborder. Allez-y sur Twitter, vous pouvez interagir avec nous, on vous répondra, soyez sympas. Et puis, bien sûr, il y aura une Surface 3 à gagner, super chouette, pour développer des applications sur Android. Et le dernier mot sera pour tous les speakers qui sont venus de loin pour vous fournir le meilleur contenu possible. Profitez-en, c'est quand même le cœur de la conférence. Allez les voir, profitez des sessions, faites vos feedbacks, venez discuter avec eux. Il y a des gens brillants qui n'hésiteront pas à partager leurs idées, leur savoir-faire avec vous. Merci à tous pour votre temps et je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Pas mal, hein? Thank you very much. Merci, Alex. So, no, it's live. Vous m'entendez? Est-ce que je peux avoir un peu plus de son dans le micro? Allô, allô? Non? Toujours? Je peux crier à la voix, hein, sinon. OK. So, thank you guys. Now, the conference are starting right now. So, I just would like to call Cyril Mottier. Cyril, where are you? Ah, Cyril. So, Cyril Mottier will be the next speaker in this room and invite you, other people, to go in the Salon Le Parisien, you can stand, and L'Européen. In Le Parisien, currently, you will have scaling Android development at Twitter with Yan Cheng from Twitter. And in French, ajouter le support du multi-écran dans une application Android with Xavier Alad, second floor, from Intel. So guys, conference will start in about 2 or 3 minutes. Enjoy.